Ça, c'est relou, ça. All right. I got it. Salut, La forme? Gaël. Bah bien et toi? Ouais, nickel. Ça faisait un petit moment quand même qu'on s'était pas vu. Ouais, grave. C'était quand le Canada? Février 2021? Non, 2022? 2000, putain, je sais même plus, tu vois, c'était il y a 2 ans, je crois. Donc 2021, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais, Pour ceux qui découvrent Prosper, moi je l'ai rencontré sur un voyage au Canada avec Lucas Bourguignon. On a fait connaissance dans l'avion, en gros. exactement, ouais. Cette histoire est improbable, en vrai. Mais c'est assez drôle. C'est à l'image de la vie et des rencontres, c'est ça qui est vachement cool, en vrai. Ouais, Mais moi, je t'ai pas dit, moi, je t'ai pas prévu sur ce voyage. Et je reçois un message de Lucas qui me dit, gros, on va au Canada, t'es chaud. Je dis, bah, vas-y, tu sais quoi, vas-y, let's go, hein. De toute façon, je pense même tous les trois, on est plus y aller pour l'aventure que pour les connaissances un peu. Mais après, il y avait vachement aussi le côté, vas-y, on part à l'aventure, en fait. ouais, c'est ça. Mais en plus, ça va faire vraiment lien avec le sujet du podcast qu'on voulait faire aujourd'hui. C'est de se dire, aujourd'hui, c'est quoi enfin, que permettent les processus de socialisation et de dynamique de groupe pour atteindre des objectifs qu'on n'aurait pas pensé de base, enfin un objectif ou une performance, et je pense que c'est un super exemple de ce qui s'est passé, c'est que on se connaissait pas, on a passé 15 jours au Canada où en fait on a un peu, ouais, c'était clairement l'aventure parce que je crois toi 2 jours avant le visa ils te le donnaient pas. Ouais, j'ai le Covid, je sortais du Ouais, voilà, c'est Covid. ça. J'étais en Le visa, ils te le panique donnent pas. totale, ouais. On arrive à l'aéroport, on se fait refoule aussi, test Covid, enfin bref. En gros, et c'était drôle parce qu'au final, c'est jamais parti en bas, tu vois. C'est que il y a Ouais, toujours eu une dynamique commune qui a fait que le voyage, en fait, il a été toujours bénéfique et jamais néfaste, ou au contraire, ça aurait pu partir d'être dans une mauvaise expérience. Et les choses ont fait que j'en sais rien pourquoi ça s'est fait comme ça. Euh, ouais, mais, bien fait. mais du coup, toi, comment tu gères ça? Enfin, déjà, de base, ouais, on va commencer par te présenter parce que tu as un parcours assez original. Ouais, bah moi de base, je suis gymnaste. J'ai suivi mon grand frère. Ça devait sûrement être plus simple pour mes parents de nous amener à la gym tous les deux au même endroit. Donc je commence la gym en primaire, je pense vers 7 8 ans, un truc comme ça. Et j'en deviens complètement passionné. Je deviens aide-entraîneur à mes 15 ans, tout en continuant à m'entraîner. Je deviens entraîneur principal, c'est un grand mot, mais genre à, je crois, 16 ans, j'ai mes groupes en fait où j'encadre. J'arrête l'école pour faire encore plus de gym. Et après, je passe mes diplômes de gym. Mais en gros, aujourd'hui, j'ai 34 ans, j'ai quitté la gym à 30 ans. Autant en tant qu'athlète qu'entraîneur. Et aujourd'hui, je suis toujours un peu connecté à la gym parce que c'est un truc que je pourrais jamais m'y déconnecter. Mais ça représente, on va dire, 10% de mon temps. Et le reste de mon temps, c'est yoga, pilates et préparation physique, coaching individuel, entreprise. Et après, je fais aussi du yoga en prison. Donc, pas mal de cordes à mon arc, mais ça revient encore une fois au lien du podcast et au lien un peu de ta question. Tout ça, ce sont toujours des moyens, moi, de me connecter à l'humain. Je me sers de la gym, je me sers du coaching, je me sers du yoga, mais ma raison principale, je suis pas prof de yoga. J'aime bien dire que je suis prof d'humain, si on peut le dire, tu vois. Et vraiment, après, je me sers du yoga pour me connecter. Mais moi, ce qui me fait vraiment vibrer, c'est la connexion et les comportements humains. Ouais. Je trouve ça fabuleux. Ouais, et quand tu t'étais présenté, tu avais dit je suis architecte du corps et de l'esprit. Et Voilà, maintenant, tu es plus bâtisseur de route. ouais, voilà, ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est vraiment ce délire-là mais encore une fois, voilà, architecte, corps, esprit, encore cette idée tu vois, de polir, de façonner. Mais toi, j'adorais, tu vois, je suis un maçon, tu vois, je construis des athlètes.
Bah, tu vois, j'adore cette idée et c'est vraiment ça, cette notion. Et encore une fois, c'est se connecter à un humain avec nos outils, le polir dans une vision commune. Et en plus, après d'être commune, il y a les objectifs de l'athlète et il y a les nôtres et il y a ce chemin commun. Mais c'est ça qui est super intéressant, quoi. C'est vraiment la connexion et se servir de plein d'outils. Et je pense que c'est ce qui m'a amené à partir au Canada, quoi, aussi. C'était, OK, je vais rencontrer des gens que je connais pas parce que Lucas, je l'avais vu peut-être deux, trois fois avant de partir, tu vois. Après, on échangeait un peu sur Insta et tout, mais voilà, pas plus que ça. Et je me dis, bah, vas-y, OK, je vais avec deux humains qui, a priori, sont dans des délires intéressants, performance, de sport, on est à peu près dans la même vibes. On va pour apprendre des skills qui vont sûrement nous servir en plus pour la suite. Bah, vas-y, hein, ça peut que être chambé, en vrai, hein. Ouais. Et Ouais, ça peut être chambé. ouais, en fait, ça, on pourrait faire un peu la métaphore de la rivière, en fait. C'est que la rivière, c'est un flux, c'est le temps, c'est la vie qu'on a. Et dedans, tu as des poissons, tu as des cailloux. Et en fait, ben, tu mets un caillou au début de la rivière, ça ne sera pas le même en bas de la rivière. Il va être façonné, travaillé, que ce soit par les autres cailloux qu'il rencontre, par le courant, par le poisson qu'il va croiser, par un peu tout ça. Et en fait, c'est un peu un résumé de ce que tu fais, toi. Ouais, ouais, bah moi, c'est vraiment ça. Moi, j'aime de plus en plus les cours individuels parce que, bah, encore une fois, je peux vraiment être au service de la personne à ce moment-là. L'énergie de groupe, c'est quelque chose de différent. Mais ouais, l'idée, moi, c'est vraiment de bâtir des chemins, ouais, si on peut dire, tu vois, en me servant de plein d'outils que je peux avoir pour essayer bah, d'accompagner les personnes du mieux possible dans un développement, mais en plus multi, tu vois, on va dire, il y a le corps, il y a l'esprit. Après, bon, faut pas tout mélanger. Moi, je reste quand même dans le sport à fond, mais tu peux pas dissocier le mouvement et l'esprit, quoi. Donc, ça va un peu ensemble. Donc, c'est vraiment, ouais, après, c'est des recettes, tu vois, si on caricature, c'est des recettes, c'est de la potion magique que tu divulgues aux uns aux autres. Ça marche pas avec tout le monde, mais toujours une fois, voilà, c'est l'humain, la psychologie humaine c'est fascinant en fait. Aucun humain n'est identique. Une problématique avec un que tu résous, tu retrouves la même problématique chez un autre, tu proposes la solution que tu as proposée à l'autre, ça fonctionne pas. Bah, c'est génial, tu vois. C'est moi la réflexion permanente en fait. C'est vraiment ça je pense, qui m'anime. Et du coup, tu la trouves plus en individuel que dans des sphères collectives. C'est pas la même énergie, je trouve. Oui. Et comment tu fais, du coup, pour accompagner, ou enfin, du coup, si tu avais un peu, on devait poser un cadre, une méthodologie de prise en charge, comment tu résumerais ta façon de travailler? Bah, déjà, j'écoute le besoin premier de la personne qui me contacte. Souvent, c'est des raisons qui sont un peu, on caricature, hein. Les queumets, ils veulent des bras, des pecs, et les meufs, elles veulent travailler le bas du corps, ou s'affiner ou perdre de poids. C'est souvent un peu ces personnes-là que j'ai. Après, il y a une rencontre. Toujours après le téléphone, je propose qu'on se rencontre en vrai, soit dans mon studio où on va faire les coachings, soit dans un café ou n'importe où, mais pour avoir du coup cette partie un peu où on discute, personnalité, pas que je sois dans la psychologie, mais voilà, tu apprends quand même. J'adore être en face des gens, pouvoir les regarder, voir comment ça agit et réagit. Et après, il y a la séance qui est une séance, souvent la première séance, c'est une séance test. Alors moi, j'ai mes tests un peu de mon côté. Et après, il y a pléthore d'exercices que je vais aller proposer qui, moi, vont me donner pas mal d'indications sur ce que je vais du coup, moi, créer comme objectif, mais tout en gardant en tête les objectifs de la personne. Mais souvent, c'est vraiment, je prends la personne dans sa globalité, premier contact téléphonique avec les objectifs de la personne. Souvent, quand tu rencontres, bah, tu creuses et souvent, il y a un peu plus que des objectifs. Il y a un côté un peu psychologique et après, bah, il y a la pratique pour voir un peu comment la personne bouge, où elle se situe dans l'espace. Donc, proprioception sur le Bosu, petite blague pour ceux qui connaissent, tu vois. Voilà, tous ces trucs-là de voilà, comment elle se situe dans l'espace, est-ce qu'elle a conscience de enfin, où elle se situe, quoi, tous ces trucs-là. Et avec toutes ces dimensions-là, bah, j'établis mon chemin. Ouais. C'est vraiment un peu comme ça que je fonctionne. Et le truc que bah, moi qui me fait kiffer, c'est que du coup, bah, je pioche dans un peu toutes mes cartes. Dans le yoga,
dans la gym, un peu de prépa mentale de par la gym, tous ces trucs-là qui après font ma petite popote. Mais Ouais. sans jamais oublier les objectifs, on va dire, de la personne. Mais c'est vraiment, ouais, ça se passe en 3 étapes. Prise de contact, rencontre physique, rencontre présentielle et rencontre physique et sportive, on va dire. Et Ok. après, de là, on établit un peu le chemin à parcourir. Et l'idée, moi, c'est de te rendre indépendant. C'est pas de te garder toute ma vie, quoi. L'idée, c'est que tu viennes et puis j'optimise. Et puis au bout d'un moment, ok, vas-y, pros, ça y est, je sens que je me sens bien, je suis cool, tout. Allez, chaud. Et puis voilà. Et moi, là, je suis là, vas-y, j'en mets en fait. Ouais. Mais c'est. C'est. Peut-être que tu le. Moi, ce que j'avais noté, c'était vraiment une partie où tu avais vraiment une grosse prise en charge. Vraiment pas psychologique parce que tu veux pas t'afficher Et- comme ça. Mais moi, je trouve que ouais, mais tu as une grosse émotionnel. sensibilité là-dessus. Et Ouais, ouais, ouais. quel lien, en fait, surtout entre tes aspects psychologiques et derrière ton mouvement, parce que tu l'as dit, le yoga ou n'importe quel autre outil que tu as, c'est du mouvement. Et tu arrives à mettre ça pour changer un peu le mood ou la vibration de la personne. Ouais, ouais, on va faire un petit peu simple, mais si en gros, tu as quelqu'un un petit peu déprimé qui arrive et que tu lui proposes un cours rempli de respiration calme, de relaxation, de trucs très doux, tu vas un peu, tu vas à l'encontre de ce que tu devrais lui amener au détriment de la personne qui va arriver avec un gros feu, qui veut soulever des grosses charges. Lui, je vais essayer de l'amener petit à petit vers un peu plus de douceur. En fait, moi, j'essaie vraiment d'équilibrer la personnalité que j'ai en face de moi à travers effectivement ma sensibilité à fond. Moi, je suis à fond dans les émotions. Comme tu dis, on dira pas psychologie parce que je suis pas psychologue, mais je suis à fond dans l'émotionnel. Et j'essaye de me servir des émotions pour vachement construire quand même le protocole, si on peut dire, même si c'est pas vraiment un protocole, mais la façon dont je vais accompagner la personne. Il y a une importance émotionnelle et c'est aussi sûrement ce que je véhicule qui amène des gens qui veulent aussi ça, qui veulent un coaching pas émotionnel parce que c'est pas le bon terme, mais qui sentent qu'il y a sûrement une sensibilité chez moi qui les touche et qui fait que il y a un travail qui va être plus que sur le sport en fait, qui va être encore une fois, on en revient à l'humain. Et je me sers du sport pour essayer de booster corps et esprit, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Ouais, Donc, il y a un côté, très. Moi, je suis quand même un gars vachement sensible, hein, complètement, tu vois. Complètement. Donc, ça doit se sentir dans ce que je véhicule, tu vois. Même quand j'étais entraîneur de gym, but compétitif, j'avais du mal à être dur, tu vois. J'avais du mal, parce qu'après, moi, j'ai eu une scolarité un peu chaotique, donc j'ai été beaucoup, genre, blâmé. Donc, je voulais pas, on va dire, je pense, retranscrire ça. Ça, j'étais plus l'entraîneur sauveur. Tu vois, celui qui arrive et puis, vas-y, qui arrondit tout le temps les angles, qui, si quelqu'un fait une connerie, tu vois, j'étais presque là à sourire en disant, putain, mais j'aurais pu faire la même connerie, au lieu de prendre ma posture d'entraîneur et de dire, oh, les gars, c'est ta, 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 ta. Donc, j'ai toujours un peu de mal. Donc, il y a un côté émotionnel, je pense, très présent chez moi, quoi. Et qui doit en rassurer certains ou qui doit donner envie de bosser avec moi. Et parce que, comme tu dis, je partage pas que du sport. Je me sers du sport, mais par exemple, les vidéos de yoga, tu as une voix off où je récite des textes. Il y a toujours des citations, il y a toujours des trucs. Donc, il y a une recherche émotionnelle et un peu spirituelle, complète et sportive. ouais. Souvent, à tort ou j'en sais rien, à tort ou à raison, le yoga, c'est utilisé par les entraîneurs ou les athlètes quand ils savent pas quoi faire, qui doivent mettre de la nouveauté dans leurs entraînements, ou qui veulent prendre un nouveau départ, qui se blessent. On leur dit, fais du yoga, tu vas voir, ça va te faire du bien. Je sais que toi, tu es contre cette idée-là. Quand on avait échangé sur ce que c'était le yoga, c'était un peu militant de l'inverse, même si ça avait des bénéfices. Comment toi, du coup, tu définirais le yoga? Bah, on va dire il y a yoga traditionnel et il y a yoga moderne, mais comme toute chose qui est vieille, parce que le yoga c'est très très vieux, ça évolue aussi avec son temps. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a un côté aussi qui est à la mode. Donc on balance aussi beaucoup yoga à tort et à travers et on en balance beaucoup.
Moi, je suis partisan du yoga, mais quand c'est bien fait, quand c'est bien fait, c'est merveilleux. Et c'est souvent ce que j'aime dire, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de yoga mal fait qui amène des blessures, qu'au final, les bénéfices qu'on doit en retirer du yoga, c'est que c'est tellement anatomique, le yoga, qu'il y a une réelle science un petit peu à avoir. Et aujourd'hui, bah, il y a tout et n'importe quoi. Alors après, moi, j'ai ce discours-là parce que, bah, ancien gymnaste, entraîneur de gym, donc pareil, relation au corps, à l'anatomie vachement importante pour moi. Et le yoga aujourd'hui, s'il s'est fait un peu genre, je sais pas quoi faire, bah, tu sais quoi, va sur YouTube, tu trouveras des cours. Bah ouais, tu vois, tu vas rien capter à ce que c'est que le yoga et tu te retrouves en fait dans un cours presque de fitness, en fait, presque, tu vois, c'est une chorégraphie dynamique. Au final, le yoga, si t'es pas vraiment dans le truc de comment ça doit se passer, à la base, le yoga, c'était enseigné qu'en one-to-one. Et je pense qu'il y a bien une raison pour ça. C'est que c'est beaucoup plus long et lent que ce qu'on imagine. Euh, donc ouais, je suis pas trop partisan de genre va faire du yoga un peu comme bon, tu sais pas quoi foutre, bah tiens, vas-y, tu sais, genre on te balance un petit truc, genre va faire du yoga. C'est beaucoup plus complexe que ça et le yoga peut être, et j'en suis persuadé, et moi je défends complètement ce truc, en partenariat avec l'entraîneur de l'athlète. Là, ouais, grave. Là, ça peut être tellement complémentaire, mais comme ça peut être tellement contre-productif si c'est un peu envoyé à l'arrache et que tu te retrouves à faire des cours un peu. Et c'est pas forcément moi l'athlète que je critique, c'est plus le yoga que je critique. C'est qu'aujourd'hui, le yoga, t'as tout et n'importe quoi. Tu commences à avoir du yoga pour ventre plat, du yoga pour fessier, du yoga. Enfin, tu vois, à partir du moment où tu commences à avoir de la catégorisation, si on peut dire, bah, c'est plus du yoga, quoi. Ça n'existe pas le yoga pour les hanches. Oui, tu peux, mais c'est des postures qui sont ciblées, que tu es censé trouver dans un ensemble, etc. C'est pour ça que moi, j'adore le one-to-one. C'est que là, bah, ou l'athlète qui va venir te voir en disant, bah, écoute, moi, je sais pas quel exemple pourrait prendre, je fais du javelot, bah, ça va être très intéressant, effectivement, d'aller travailler des mouvements avec amplitude, mais par exemple, je sais pas, un autre sport qui nécessite pas autant d'ouverture, tu vois, et tu sais pas, t'es pas au courant de ce que fait le sport, et au final, tu lui fais ouvrir tes épaules, bah, c'est peut-être contre-productif, mais dans plein de trucs, ça peut être vachement utile, mais pour moi, il faut que ça soit en accompagnement. Moi, je reste persuadé que le yoga dans le sport de niveau va trouver sa place, mais il faut que le yoga se structure et il faut aussi qu'il y ait, je pense, c'est un truc d'accompagnement. Si tu envoies juste ton athlète parce que, comme tu dis, il est un peu tu vois, il a pas trop d'idées, tu dis, ouais, c'est quoi, fais du yoga. Et parce qu'aujourd'hui, on entend, je fais du yoga, ça a changé ma vie. Non, mais fais du yoga, ça va changer ta life. Tu déprimes, mais fais du yoga. Tu sais, c'est devenu la solution à tout, en plus, maintenant, tu vois. Donc, oui et non. Oui, c'est une super démarche. Non, parce que le yoga aujourd'hui, il ressemble à tout et n'importe quoi. Donc, c'est plus ça qui peut être dangereux pour les personnes qui aujourd'hui vont se lancer dans un yoga en ligne ou un peu into the wild, quoi. Mais ça peut être un super complément. Ouais. Mais du coup, quels aspects tu verrais complémentaires ou du moins sous quelle forme tu verrais un yoga complémentaire pour les athlètes? Bah, par exemple, je me suis occupé d'un mec de Muay Thai. Bah, là, on a fait beaucoup de travail de hanche parce que du coup, super intéressant pour bah, envoyer beaucoup de kicks, beaucoup de travail aussi de respiration, ce qui s'apparente presque à de la sophrologie en fait. Réussir à calmer, tu peux faire des. Bah, par exemple, lui, on a fait vachement de travail de hanche, donc quand même bas du corps. On a fait énormément de respiration pour aussi qu'il essaye de trouver un peu son souffle, qu'il ait aussi du coup on a fait des respirations avec visualisation. C'est-à-dire que on faisait des respires où je lui demandais de s'imaginer dans son ring un peu, bah voilà, là, je sais pas, c'est ta 10e reprise, t'es essoufflé, tu t'en prends plein la gueule, bah trouve cette respiration, machin. Et les retours que j'en avais eu de lui, c'était qu'effectivement, il y avait il y avait vachement de bénéfices dans la respiration, dans la puissance des kicks et après dans la gestion de ses émotions. Euh, donc, ça reste vraiment, encore une fois, moi, je pense spécifique au sport. C'est-à-dire que là, pour lui, c'était vachement intéressant de travailler ses ouvertures de hanches, travailler sa respiration. Et après aussi, pour vraiment tout sportif qui fait de la compète, pour décharger le stress. Ça, c'est quand même super important.
Le yoga t'apprend quand même vachement à respirer. Et quand on réalise, il y a quand même beaucoup de respiration qui se passe que dans la poitrine, où il y a quand même des gens qui respirent pas énormément bien. Tu vois, peut-être là, le buzz du moment, c'est Merci Haaland, qui, tout le monde découvre qu'il dort, avec, et tout le monde est là, ah, truc de ouf, tu vois. Donc, c'est cool parce que ça éveille aussi les consciences, mais le travail de la respiration en yoga est vachement important. Et c'est d'ailleurs l'une des seules pratiques, peut-être que je me trompe, hein, mais où il y a un rapport à la respiration qui est aussi importante. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à respirer. Donc, le vrai truc numéro un pour tout athlète et le yoga, ce serait la respiration. Et après, la gestion un peu des émotions et de la respiration. Et après, en fonction du sport qu'il fait, mais c'est comme, tu vois, analyse technique du sport, qu'est-ce qu'il lui faut, et de là, bah, tu peux programmer quelque chose, mais je peux pas te répondre comme ça parce que j'aurais besoin des spécificités du sport. Et j'aurais besoin d'être en relation avec son entraîneur pour savoir vraiment aussi ce qu'il veut qu'on bosse. Après, moi, c'est ma démarche que je ferais, mais de premier abord, respiration, gestion des émotions. C'est vraiment les deux trucs qui ressortent bien. Mais encore une fois, si tu es bien accompagné, si c'est bien fait, etc., quoi. Il y a vraiment la respiration, moi, c'est vraiment le truc number one qui change. Et après, en fonction de ta pratique, ben, on trouvera les gestes techniques qu'il faut travailler spécifiquement parce que ton sport demande ça. Parfait. Ouais, et justement, il y a peu de sports où la respiration joue un rôle central dans le rythme de déroulement en fait, des différentes séquences. Euh, Quel rôle ça a, ce séquençage un peu de la respiration dans le mouvement? Bah, c'est, par exemple, tout inspire, c'est que des mouvements d'élévation et toutes les expires, c'est beaucoup de mouvements d'abaissement. Et j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais dire je pense que tout ça est vachement physiologique, pardon. Et puis c'est un peu, ouais, quand tu inspires, bah effectivement, tout, tu vois, vachement, on est vachement dans des mouvements d'ouverture. Et quand on expire, on est un peu plus dans des mouvements de compression. Et la respiration aussi, c'est le résultat de tes émotions. Donc nous, il y a des mantras, enfin pas des mantras, mais des sortes de règles qui ont été un peu inventées, on va dire. Tu as comme des guidelines qui amènent à la libération et tu as beaucoup dedans, c'est le confort dans l'inconfort et l'effort sans effort. Ça, c'est quand même l'une des règles assez importantes du yoga. Il y a aussi cette idée d'avoir une posture douce mais ferme. Donc, pour eux, tout se joue dans la respiration. Et c'est vrai que si on réalise, bah, toute émotion a sa respiration. Il y a la respiration du stress, il y a la respiration de l'amour, il y a la respiration de la colère, de la tristesse, toutes ces choses-là. Donc, le yoga, ce qu'on essaye beaucoup dans la respiration, c'est bah, du coup d'être euh, en accord avec sa respiration pour permettre bah, d'oxygéner tout ton corps et pour que l'énergie circule le mieux possible. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles au yoga, principalement, on ne respire que par le nez, toujours bouche fermée, et qu'on ne boit pas d'eau. Parce qu'il y a cette envie de vouloir faire circuler l'énergie. Et l'énergie, ils appellent ça le feu intérieur. Donc, si tu respires avec la bouche, tu sors de ton feu. Et si tu bois de l'eau, tu éteins ton énergie. Donc, l'idée de la respiration dans le yoga, c'est vraiment pour pouvoir... moi, j'aime bien dire que c'est pouvoir accepter la réalité telle qu'elle est et pas telle qu'on souhaiterait qu'elle soit. Parce que c'est vraiment ça. Il y a une différence d'être dans une posture où tu sens que tu as du mal à respirer. Ce n'est que l'état émotionnel dans lequel tu te trouves. Et donc, pour accepter cet état et pour accepter ta posture, il faut que tu arrives à réguler ta respiration. Et du coup, tu as des postures où tu peux tenir vraiment des moments très longtemps. Mais c'est vachement intéressant le rapport à la respiration on dit que c'est le yoga numéro, allez, 2, parce que le numéro 1, on dit que c'est la nourriture et le numéro 2, c'est la respiration. Mais il y a un rapport vachement important dans la respire. Il y a de toute façon un son un peu particulier qu'on fait quand on respire au yoga. C'est rare d'expirer avec la bouche. Et il y a aussi vraiment c'est un peu la respiration au yoga, elle te permet comme un métronome. Dès que tu sais en fait que tu es sorti de cette respiration, ça veut dire qu'aussi tu n'es plus là. T'es sorti de ta pratique, entre guillemets. Donc, souvent, quand tu sais que tu en es sorti, tu reviens toujours par la respiration. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que bah, le yoga, c'est le seul moment où tu apprends à respirer, en fait. Parce que tu nais, tu respires direct, c'est automatique.
Personne t'apprend à respirer, tu vois. Donc, c'est moi vraiment à travers le yoga que j'ai compris aussi l'intérêt de la respiration. Et ce qu'elle permet, ouais, c'est vraiment de reposer. Tu vois, il y a vraiment cette idée aussi quand tu es dans certaines postures et que tu sens que ça tire ou qu'il se passe des trucs, bah, des fois, on te demande de respirer dans cet endroit. Et il y a vraiment cette idée-là de respirer dans cet endroit. Et du coup, ça crée de l'air, ça fait circuler l'énergie. Et c'est vraiment ça le but de la respiration dans le yoga. C'est vraiment une idée de circulation d'énergie. Donc, il y a un rapport super important à la respiration. Ouais, et puis ça pourrait même nous donner, c'est-à-dire que, ok, en séance, c'est cool, mais on pourrait même voir des tests de, justement, de créer un profil, en fait, de notre athlète en disant, ben, il respire comme ça, il est limité dans telle gestion d'énergie du yoga. Du coup, dans son Ouais. activité, ça se traduit comme ça et on vient l'influencer. Et, tu vois, on vient travailler sur ce point faible pour l'aider dans son activité et que ça soit technique. Ouais. Bah, complètement. Alors, ça, je pense que, parce que là, on va dire qu'on part vraiment d'un point de vue de la performance. Mm. Euh, on en revient un peu à ce que je critiquais au début, mais ça, on va dire dans le yoga mainstream, qu'aujourd'hui, il y ait des séquences très ciblées pour monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis pas sûr qu'il y ait une réelle raison, mais par contre, pour un athlète, là, ouais, carrément. Et là, on en revient encore une fois au maçon, à l'architecte, où tu vas puiser un peu ce que tu sais qui va être utile à ton athlète pour sa performance. Et là, oui, pour moi, le yoga a une place vachement importante. Et je pense que chez nous, il est en train d'arriver, mais tu prends Tiger Woods, il fait du yoga depuis belle lurette. LeBron James, il est carrément diplômé. Les All Blacks, ils pratiquent du yoga depuis des années. Et je pense qu'il y en a de plus en plus. Alan, je crois, il fait du yoga, ou du moins de la méditation. Il y a des vidéos de yoga de Will Smith qu'on tournait. Donc, il y a de plus en plus aussi de gens qui s'y mettent, ce qui est cool parce que ça fait de la promo, etc. Mais je pense que vraiment pour tous les athlètes, c'est vachement utile quand tu peux, mais comme avec toutes les athlètes, quoi, tu proposes des choses spécifiques. Et là, vraiment, le yoga, à travers tout ce que tu as dit, tu sens des blocages émotionnels ou des trucs, à travers des respirations, tu peux vraiment libérer des zones de tension ou des zones de stress. Moi, depuis que je fais du yoga, par exemple, je serre plus mes dents. Tu vois, c'est un truc vraiment que j'avais avant, mais inconscient de tout le temps, mâchoire serrée, mâchoire serrée, mâchoire serrée. Ou alors, je le fais encore, mais du coup, j'ai conscientisé et donc je suis là, oh, attends, vas-y, relâche un peu tes mâchoires, crosse. Donc, c'est tout ce truc-là qui est vachement aussi intéressant dans le yoga et qui, du coup, peut être vachement intéressant aussi pour les athlètes et après pour tout le monde, c'est que ça t'amène aussi une connaissance de toi. Et ça, c'est vachement intéressant, une connaissance de toi, mais à l'intérieur, tu vois, vraiment la relation à ton corps. Et ça, c'est quand même un truc qu'on n'a pas tous ou que beaucoup de sports aussi te permettent pas. Moi, pourquoi j'ai vachement kiffé le yoga, c'est après ma carrière de gym où j'étais dans un sport très militaire, très testostéroné, très genre ferme ta gueule, montre pas tes émotions, t'as mal, ah, putain, t'as peur, t'oses pas faire ça, putain, t'as peur, hein, je pensais pas que t'aurais peur. Des trucs où en fait tu peux pas, et ce que j'aime bien avec le yoga, c'est qu'on te dit, vas-y, voilà, viens comme t'es. L'un des premiers cours que j'ai fait, je vois une prof qui tombe, elle rigole dans ma tête, je suis là, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, la prof tombe, mais ça va pas ou quoi, tu vois. Et avec le temps, j'ai lâché un petit peu ce truc-là. Donc je pense aussi que les athlètes, moi je l'ai pas été au niveau, mais à mon petit niveau, tu as quand même une pression psychologique incroyable. Tu es en compète, c'est le stress total. Ton entraîneur, il est stressé, donc il te stresse encore plus. Donc il y a vraiment le côté gestion des émotions et aussi gestion du stress, vachement utile, je trouve, dans le yoga, le côté où tu crées une relation avec ton corps, mais qui est éloignée de la performance et qui, je pense, fait du bien quand toute ta vie, c'est la performance. Ouais. Il y a un côté qui équilibre un petit peu, tu vois. Ouais, une espèce de reset, de zone un peu débranchée, j'aime pas dire ça, mais qui est plus Ouais, mais smooth où de... ça circule pas comme ça devrait, en gros. Voilà. On va Ouais. pas dire débranché, mais où ça fonctionne pas à 100%. Et à travers rien que la respiration, hein, tu peux créer vraiment tu peux réactiver, quoi. Tu peux réactiver des choses qui ne le sont plus trop. Donc, il y a un côté comme ça vachement, moi, je trouve intéressant et vachement intéressant pour les sportifs parce que, mais qui doit être amené par quelqu'un d'autre que l'entraîneur parce que devant ton entraîneur,
Tu donnes pas tes émotions, on va pas dire négatives parce que j'aime pas ce terme-là, mais tu donnes pas les émotions dont tu n'es pas forcément fier, on va dire. Et si tu es avec quelqu'un un peu d'extérieur du yoga qui, lui, t'ouvre justement, bah, ça peut que faire du bien un peu, tu vois, de temps en temps relâcher un peu la pression ou sortir des trucs que tu gardes en toi. Tout ce qui n'est pas dit brûle en soi, quoi. Ouais. Donc, il y a un côté vachement intéressant. Enfin, moi, je le vois vachement comme ça parce qu'avant, je n'étais pas du tout dans ce mindset. Tu vois, moi, gym, c'était, vas-y, on y va pour gagner, on y va pour défoncer tout le monde. C'est la compète, c'est la gagne. Et avec le yoga, j'ai eu cette approche un petit peu différente et qui m'a fait vachement de bien et qui, je pense, peut faire énormément de bien à beaucoup d'athlètes parce que c'est pas ce côté faible, mais qui aujourd'hui est un petit peu caractérisé comme faible. Tu vois, genre, on n'accepte pas qu'un sportif de haut niveau soit faible. C'est pas logique, c'est pas normal. Donc, je pense que ce côté-là est important et à travers justement des personnes extérieures, bah, ça permet à beaucoup, je pense, de sportifs de compétition au niveau, petit niveau, régional, départemental, national, mondiaux, de permettre quand même avoir ce côté des émotions que tu ne ressors rarement de par le fait que tu sois un compétiteur. Tu vois, quand Simone Biles, au dernier JO, elle a dit « J'arrête, ma santé mentale, c'est chaud », bah, c'est une grande première dans le sport, tu vois. Simone Biles, c'est une athlète de gym qui est exceptionnelle, très douée, qui performe depuis des années. Elle était au JO, elle se qualifie pour le concours général. Elle dit « Je n'y participerai pas parce que ma santé mentale, c'est chaud, parce que je pense qu'ils sont sous pression. Ils sont sous pression. » Et il y a ce côté de ne pas montrer dans les sports de compétition, et encore plus, même sans parler de compétition chez les mecs, ce côté un peu, voilà, ne pas montrer un côté sensible parce qu'on va dire que c'est faible. Si tu dis à ton entraîneur, j'ai peur, bah, il comprend pas, tu vois. Alors que si, et je pense que le verbaliser, c'est vachement important. Après, moi, je pense que je dis tout ça aussi en vraiment parlant de ma carrière à moi. Il y a des moments où j'avais rug de fou. Tu dis à ton entraîneur, ouais, c'est chaud. Même tes potes, tout le monde, tu sais, te fout de ta gueule, en fait, au lieu de t'encourager ou d'avoir ce. Bon, on t'encourage, etc. Mais il y a quand même toujours ce truc de, bah, t'as peur de quoi? Genre, vas-y, mon gars. Tu vois, il y a ce côté-là qui, du coup, bah, quand tu le vis une fois, deux fois, bah, après, tu diras plus que t'as peur, tu le gardes en toi. Et je pense que tout ce qui est en soi et qui ne sort pas, bah, à un moment, voilà, on en revient à ce délire de bah, ça respire plus ici, l'énergie, elle circule plus. Tout ce qui n'est pas dit se transforme à l'intérieur et il se passe des trucs, quoi. On dit que le corps n'oublie rien. Oui. Ouais, ouais. C'est. Après, il y a un autre côté dans le yoga où, tu vois, moi, le peu que j'en ai fait, c'était une souffrance abominable. Parce que j'allais jamais dans ces amplitudes, dans ces positions ou dans ces choses-là. Et je sentais mes faiblesses, voilà. Et les athlètes, souvent, ce qu'ils disent, c'est ça. C'est l'athlète, quand tu le dis, ouais, t'es pas assez souple, va faire du yoga. Ou t'as besoin de mobilité, va faire du yoga. Aujourd'hui, on sait que la mobilité, elle n'est pas à 100% liée à ces facteurs-là structurels. Mais du coup, comment Ouais. on pourrait avoir quand même les bénéfices de cette amplitude de mouvement, cette fluidité de mouvement Bah, pour... Alors, par exemple, là, aussi la problématique des cours collectifs. Je sais plus si on en parlait je crois qu'on en avait parlé avant avec toi et Lucas. C'est le côté où aussi maintenant, tu sais, la peur de l'humain, c'est d'être exclu d'un groupe. Donc, quand tu te retrouves aussi dans un cours co et que tu es le seul à prendre cette version-là parce que c'est celle qui est la plus simple mais qui est adaptée pour toi, mais tu es le seul, bah, inconsciemment, tu veux pas la prendre parce que tu veux pas te retrouver le seul. Donc, le côté, en fait, où ça peut être bénéfique pour tout le monde, c'est dans l'acceptation des limites et après aussi, surtout, dans l'aménagement des situations. C'est-à-dire que il y a des blocs, il y a des sangles, il y a des trucs, mais c'est là où c'est encore une fois, moi, un athlète qui est dans la performance, je lui conseillerais pas d'aller dans un cours collectif. Je lui conseillerais de prendre un prof solo, quoi. Parce que là, du coup, il est avec toi, il peut tout adapter. Il y a plein d'outils qui permettent de pratiquer, même si on est très raide. Mais dans un cours co, c'est vachement compliqué. Mais il y a quand même il y a plein de bénéfices qu'on peut en aménageant les situations, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est l'enfer, hein. Le yoga, c'est quand même très.
c'est surprenant déjà parce qu'on n'a pas l'habitude. Puis inspire, pied droit, pied gauche, pied truc, machin, 90-45. Il y a plein de trucs qui sont nouveaux. Mais je pense que c'est adaptable. À partir du moment où c'est adaptable. T'as un mec qui s'appelle Iyengar qui lui a fait du yoga, mais genre adapté de chez adapté. Tu te retrouves avec des chaises, des blocs, des sangles, des trucs. C'est juste que il faut. Mais là, on en revient plus aux enseignants. C'est-à-dire que quand l'enseignant t'a vu que tu étais un peu en galère, c'est lui qui aurait dû venir et te proposer des blocs ou te proposer tout de suite une solution qui fait que t'es bien aussi. Mais pour ça, je dis que c'est mieux l'individuel, quoi. Parce que du coup, là, tu as vraiment quelqu'un qui est là avec toi au petit soin. Si tu es dans un cours où il y a 20-30 personnes, moi, je le fais, tu vois, bon, j'en ai jamais 20-30, hein, mais je veux dire, même 20, 12, 13. Quand tu prends le temps d'aller repositionner quelqu'un, c'est au détriment des autres. Et souvent, les autres, ils se retrouvent un peu en galère en mode, prof, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Attendez 2 secondes, je suis en train d'aider la personne parce que moi, j'ai envie que tout le monde se sente bien dans le cours. Mais au bout d'un moment, tu peux plus vraiment, quoi, parce que sinon, c'est trop compliqué. D'où l'idée d'individualiser le truc. Mais normalement, tout est... Il y a des... Enfin, voilà, normalement, tout le monde peut en retirer des bénéfices. Mais pour ça, je pense qu'il y a l'acceptation des limites. C'est ça aussi que je trouve, moi, vachement intéressant dans le yoga. C'est qu'il faut, et encore plus quand on est compétiteur, tu vois, le côté... Moi, quand j'ai commencé le yoga, mec, je venais de la gym, sport de force. Je vois des petites nanas qui font des trucs de ouf. Je suis là, je me dis, mais attends, c'est quoi ce délire? Moi, je fais des trucs de musculeux, j'ai des bras 2 fois plus gros qu'elle. Pourquoi elle tient comme ça? Elle a l'air si à l'aise et moi, je suis en sueur de ouf. Donc après, je pense que c'est cette question d'équilibre. Donc, c'est juste qu'il faut accepter aussi le yoga. C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il faut accepter aussi ses limites. Mais après, je suis d'accord qu'il te faut au moins une dizaine de cours avant de commencer aussi à comprendre, apprécier, etc. Parce que on reprend un apprentissage à zéro. Mais normalement, si c'est adapté, ça peut être adaptable. Tout le monde peut en retirer des bénéfices. Mais là, c'est plus au professeur qu'on va jeter la pierre, entre guillemets. L'élève, on n'y peut rien s'il est raide. Hein. C'est au prof, justement, d'adapter pour que l'élève puisse en avoir des bénéfices. Ouais. Ouais, mais c'est juste ce qu'il faut. Peut-être si on pouvait essayer de convaincre, j'allais dire, les entraîneurs ou les athlètes qui nous écoutent, ce serait de se dire, peut-être que si le yoga, vous l'avez vous l'avez subi un peu quand vous l'avez essayé, c'est que c'est peut-être pas là, vous avez peut-être pas essayé la meilleure façon de le pratiquer et il faut essayer de manière différente. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que c'est... après, c'est comme... tu vois, pareil, les entraîneurs se reconnaîtront, les athlètes aussi. Des fois, tu as un athlète, ça passe pas du tout le feeling. Des fois, tu as un entraîneur, ça passe pas du tout. Donc, tu vas chercher un autre club, un autre club, un autre club. Puis, à un moment, tu trouves ton entraîneur ou ton athlète qui se correspond. Le yoga, c'est la même chose, quoi. Il faut trouver aussi le prof qui te fait kiffer, avec qui tu sens qu'il se passe quelque chose. Je pense que ça aussi est vachement important. Mais après, ouais, y retourner, quoi. Y retourner. Mais c'est comme toute personne qui commence... la première fois, je sais pas, t'as jamais fait de ski, tu vas au ski quand t'es adulte, c'est l'enfer, quoi. Mais bon, tu retournes 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis au bout d'un moment, tu commences à skier, quoi. Ouais. C'est juste ce process, je pense, c'est le truc de ce process. Mais c'est vrai que au début, c'est chaud. Au début, c'est chaud. Au début, je suis d'accord que au début, c'est de la souffrance presque au début, quoi. Avant de réussir à retrouver un peu les bénéfices et ce qu'on en ressort, je suis d'accord qu'il faut un peu de temps. Ouais. Mais après, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup une fois que... souvent, une fois qu'on... Mais bon, comme plein de choses, hein, une fois qu'on a compris, on apprécie de plus en plus, quoi. Mais il faut ce moment où on a ce déclic de « Ah, là, j'ai bien aimé ce cours parce que j'ai su... » si on pousse le truc, c'est « J'ai su habiter mon corps ». C'est ça qu'on aime bien dire, tu vois, dans le yoga, quoi. C'est que j'ai créé vraiment cette union. Et au début, c'est un peu compliqué de la créer, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme indication pour justement se dire, bon, ok, je suis sur la bonne voie et justement, je suis pas en train de faire quelque chose qui est pas adapté à moi et il faut juste que je me laisse le temps de quelques séances pour pouvoir voir les bénéfices. C'est, je dirais, ce qu'on parlait un peu tout à l'heure, la respiration. C'est si à un moment, tu te retrouves dans une posture et que tu vois que ta respiration, elle est cool, c'est-à-dire que là, tu es en train d'en retirer des bénéfices. Si effectivement, tu es dans une posture et que, par exemple, tu n'arrives pas à respirer avec le nez, ça veut bien dire que là, ça te demande un effort conséquent.
ou si tu fais des grimaces. Alors après, bien sûr, même en étant à l'aise, moi, ça arrive toujours de faire des grimaces dans certaines postures, etc. Ou d'arriver dans un truc et me dire, oh, putain, je kiffe pas, bah ok, vas-y, inspire, expire. Et donc, on en revient à accepter la situation, mais que du coup, tu transformes en disant, bon, bah ok, vas-y, je l'accepte. Donc, j'essaye de respirer. Et c'est vraiment, moi, je pense, l'indicateur numéro un d'une séance où tu en retires les bénéfices, bah, c'est quand tu vois que ta respiration, elle ne s'est pas modifiée tant que ça. Et que du coup, tu en ressors en mode, oh putain, je me sens bien. Je me sens, souvent un peu ce que les gens disent, c'est qu'ils se sentent genre repassés, tu vois. Mais pas repasser, genre, j'en peux plus. Mais en fait, tu as déplié toutes les couches de ton corps, tu as tout étiré, tu as tout remis un peu au bon endroit, etc. Donc, tu en sors un peu avec, waouh, putain, j'ai l'impression un peu d'être bien. Mais il faut du temps. Mais le comment tu respires dans ta posture, pour moi, c'est l'indicateur numéro un. C'est la personne qui est dans une posture et qui est, bah, ok, vas-y, bah, trouve quelque chose pour en être à l'aise. Et donc, souvent, ça passe avec la conscientisation de cette respiration, quoi. Ou beaucoup, bah, moi, j'aime bien faire visualiser. Déjà, le souffle qui monte, qui descend, parce que, enfin, moi, ça m'aide de visualiser. Et souvent, bah, tu vois que quand tu respires bien, bah, t'es bien dans ta posture, quoi, on va dire. Donc, c'est vraiment le critère. C'est comment tu respires. Ouais, ouais. Là, on pourrait avoir des petits exos déjà pour commencer à capter ce que c'est de. Ah bah ouais, complètement. Bah déjà, la respiration de base, normalement, c'est le ventre qui se gonfle, les hanches qui s'écartent, le bas du dos qui se remplit d'air. Donc déjà, premier test à faire, ça peut être très simple. Soit ça peut être debout, tu vois, ça peut être déjà juste, on peut commencer juste par, tu vois, tu fais gonfler ton ventre, les yeux ouverts, les yeux fermés comme tu veux. Mais est-ce que quand tu inspires, tu sens que ton ventre, il se gonfle? Et est-ce que quand tu expires, tu sens que il se rentre? Ça, c'est normalement le truc que tout le monde arrive. Après, ce qui commence à être intéressant, bah, c'est quand tu commences à mettre les mains sur les hanches. Et normalement, bah, pareil, quand tu inspires, il y a un moment où tes mains, bah, elles doivent aussi s'élargir, ouais. Et quand tu expires, bah, un peu le même truc. Ça rentre, le ventre rentre. Et après, le plus intéressant et le plus difficile, c'est le bas du dos. Le bas du dos aussi, à un moment, il est censé, bah, on voit pas très bien, mais à un moment, ton bas du dos, pareil, quand tu inspires, il est censé un peu se remplir. Si tu as un doute sur le bas du dos, bah, la meilleure façon de faire, c'est de compresser ton ventre et tu verras que si tu respires, bah, tu vas sentir tout de suite les hanches qui s'écartent et tout de suite le bas du dos qui se remplit d'air. Et ça, donc, c'est l'une des respirations qu'on devrait respirer tout le temps, respiration 360 degrés. Pareil, est-ce que... donc ça, c'est plus des constats, mais une fois que tu as fait ce constat, bah, tu peux le travailler, sinon en mettant, tu sais, une ceinture un peu serrée. Et du coup, bah, c'est là, ça peut être allongé, ça peut être assis, ça peut être debout. Mais du coup, tu vois bah, soit la serviette qui bouge, soit les hanches qui s'écartent, ou le fait que ça soit compressé, bah, tu vas sentir du coup ce qui se passe. Mais ça, c'est vraiment, je pense, le truc de base numéro un, quoi. C'est, OK, comment je respire en fait? C'est, est-ce que je suis vachement dans la poitrine? Est-ce que j'ai des inspirations très brèves? Est-ce que je respire avec la bouche? Est-ce que j'expire, le ventre il se gonfle? Est-ce qu'en gros je suis dans l'inverse de ce que ça devrait être? Est-ce que j'inspire, ça rentre? J'expire, ça se gonfle? Juste un constat déjà de base de comment je respire. Et après, l'idée, c'est vraiment de trouver cette respiration à 360. Et après, bon, si on part dans les respirations du yoga, là, c'est différent, mais pour la respiration de la vie de tous les jours, entre guillemets, ça doit être une respiration à 360 degrés. Tu peux, après, bien sûr, passer dans la poitrine, hein, mais normalement, tu es censé vraiment respirer dans ventre qui se gonfle, hanche, bas du dos. Ouais, Ça, c'est déjà... j'aime bien le mettre en échauffement ou sur des moments off là, avec les athlètes où en fait tu vas leur faire Ouais, une conscience. Et après, ce qui est drôle, c'est de le remettre dans une situation qui est propre à leur discipline, tu vois. Euh, Tu prends un coureur à pied, et bon, le step, il est très dur, mais tu le fais marcher déjà, juste ne serait-ce que marcher et de sentir que, en fait, quand tes appuis, ils sont pas alignés, que tu es sur une amorce de pas, ben, ça se gonfle pas de la même manière, tu vois. ouais, Et il va te dire, en fait, c'est au même titre que quand tu aurais un yoga avec, j'en sais rien, une salutation du soleil, ou bref, quelque chose qui va être très dur pour toi, ben, de se dire, ben, l'athlète de haut niveau, il a quand même une aisance dans son geste technique. Et là, du coup, de se dire, ben, en fait, ok, en fait, je peux respirer, et en étant là, en conscientisant, c'est vraiment un exo, je pense, plus de conscience, de se dire ça, et l'athlète, en fait, il va changer son truc, et
je me souviens même sur des jeunes, tu vois, tu leur dis, ils te disent ouais, bah, c'est cool, vas-y, tu me casses un peu les pieds avec ça. Puis tu sais pas pourquoi, 6 mois après, ils te disent en fait, là, j'étais dur en course et tout, nanana. Ben là, tu vois, je me suis remis à respirer comme ça, j'ai réussi à récupérer en haut de la montée, tu vois. Ouais, mais c'est mais comme quoi la respiration, c'est vraiment, je pense, le truc le plus important, quoi. C'est vraiment, comme tu dis, ça reboost, ça renvoie, et c'est drôle en plus ce que tu dis, c'est que souvent, alors encore plus les jeunes, mais même tout le monde, tu vois, au début, c'est pas évident, t'es là un peu, vas-y, mais je sais respirer, frérot, tu vois, genre, tu me racontes, tu vois. Et après, quand tu commences à le mettre dans ta pratique et tout, bah, moi là, c'est les moments où ça fait tu vois, genre jackpot pour nous, quoi. C'est genre, vas-y, j'en mets, on lui a filé une carte supplémentaire, une clé supplémentaire, un truc qu'il arrive à mettre dans sa pratique et qui, du coup, en plus, va le suivre dans toute sa vie, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est là où en fait tu vois des bénéfices directs. Et tu vois, je pense que commencer par ça, après l'athlète, il voit des bénéfices de suite dans sa pratique, il va te dire, ben, ok, vas-y, une demi-heure par semaine, pourquoi pas aller faire un cours de yoga, tu vois. Ouais, voilà. En plus, ça peut vraiment, vraiment, au début, de toute façon, je pense que c'est ça, hein. C'est, parce que c'est vachement dur tu fais un cours d'1 heure de yoga, t'en as jamais vraiment fait, bah ouais, c'est un peu une tannée. Mais commencer par des petites tranches, des petits trucs, des 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, puis au fur et à mesure, si ton emploi du temps te le permet, plus ou pas. Mais c'est vrai que des cours d'1 heure, ça peut déjà être vachement intense, quoi, en fait. Vachement intense. Donc, comme tu as dit, je pense déjà ce constat de respiration, parce que je pense que c'est la clé numéro 1. Et après, si effectivement la graine commence à se planter, à pousser, et que après tu veux en découvrir plus, effectivement là, aller explorer un peu plus de temps en temps, prendre des cours ou des trucs, clairement, ouais. Mais déjà, juste ce point de départ, comme tu dis, de respiration, c'est au final, c'est la base, quoi, en fait. C'est la base, mais qu'on néglige vachement parce que on respire, quoi. Si on respire plus, on meurt. Donc, on n'en a pas tant conscience que ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ouais, c'était. Enfin, en tout cas, ceux qui nous écoutent et essayer pour voir. Complètement. Je te donne une session d'entraînement ou là, même en voiture, etc. C'est des choses que vous pouvez mettre en place dans les transports en commun. Enfin bref, même en cours. On peut le Ouais. mettre. Sur les bancs de l'école, là, c'est la rentrée et quand on enregistre ça, c'est la rentrée. Donc voilà. Et ben, n'hésitez pas à nous faire des retours, sur ça. Et ouais, grave. La clé est dans la respiration. De toute façon, moi, j'en suis persuadé. Ouais. Enfin, c'est l'une des clés, mais c'est vraiment, je pense, le truc. Ouais, et puis, même si on y réfléchit, c'est le truc le plus important de l'humain, quoi. On respire plus, on dead. Donc, il y a sûrement. Et pour que le yoga ait passé autant d'années et que la science de la respiration dans le yoga ait toujours été présente, parce que j'aime bien dire qu'il y a plein de choses qui ont été inventées dans les anciens temps, mais il n'y en a pas tant qui sont restées. Et si le yoga est encore là et que les pranayamas, qui sont donc des respirations du yoga, sont encore là, c'est que le souffle a bien quelque chose de très important avec nous, quoi. Quand notre souffle est mort, on meurt. Je pense que c'est vraiment super important de faire ce constat, parce que de là peut se débloquer plein de choses, quoi. Tandis que le maladie, c'est le stress, c'est une mauvaise respiration, quoi, en fait. Donc tu te dis tout est lié, quoi. Moi, je reste persuadé que la respiration, c'est vraiment l'un des trucs les plus importants. Tu peux changer ta vie juste en respirant, sans jamais faire de sport de toute ta vie, quoi. Mais juste en apprenant à respirer, tu peux gagner un bien-être et un mieux-être incroyable, en fait. Et Ouais, encore plus si tu veux performer. ouais, bah oui. Non, mais 100%. Écoute, c'était vraiment cool cet échange. Si t'avais 3 conseils à donner à un athlète ou un entraîneur qui nous écoute, lesquels ça serait? Alors bon, enfin, comme l'athlète, comme l'entraîneur, je dirais, bon là c'est plus pour les jeunes, on va dire, c'est crois en toi, quoi qu'il arrive, et plus tu vas choquer les gens, mieux c'est. J'ai mis du temps à comprendre cette phrase. J'avais demandé un truc à un entraîneur, il m'avait donné cette réponse un peu philosophique, tu vois, il m'a dit, ben, le jour où les autres entraîneurs ils vont te regarder dans le gymnase en disant, mais qu'est-ce que tu fous, bah tu seras sur la bonne voie. Et pendant très longtemps, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, tu vois, comment ça? Et en fait, bah, j'ai capté, c'est, ouais, faut croire en soi, quoi, croire en soi et en sa méthode. Et par contre, ne pas hésiter, pardon, à ajuster, mais ouais, croire en soi et tester.
Ça, c'est vraiment les trucs que je dirais. S'entraîner, parce que ça, c'est indéniable, tu vois. Et après, c'est le mental, quoi. Le mental, travailler le mental, mais surtout un mental positif, au-delà d'un truc de gagnant. Moi, je dirais, c'est aussi d'être dans le positif. Pour les entraîneurs, je dirais, mais très difficile de ne jamais utiliser la négation. Mais alors ça, c'est d'une difficulté incroyable. Au lieu de dire, t'as les jambes pliées, tu dis, tends les jambes. Mais c'est très difficile. Mais pour les entraîneurs, je dirais, ne pas utiliser la négation. Et sinon, athlète comme entraîneur, croire. Croire, il y a que ça. De toute façon, c'est croire et s'entraîner. C'est vraiment ça. Mais paraître un fou aux yeux des autres, je pense que c'est pas mal, ouais. C'est-à-dire que tu fais des choses qui changent un peu, qui diffèrent. Donc, c'est-à-dire que tu es curieux, que tu explores. Et que je pense qu'il n'y a rien de pire, surtout pour les entraîneurs. Souvent, on est entraîneur d'un sport qu'on a pratiqué. Donc, souvent, on répète le même process qu'on nous a éduqué. Et donc, en fait, tu te poses même pas de questions sur ce que tu enseignes. Tu vois, c'est des trucs que tu recraches. Moi, je me souviens d'avoir demandé à des gens, mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que mon entraîneur faisait ça. Ok, mais tu t'es jamais, toi, posé la question de pourquoi, à quoi ça sert, quoi. Donc, se questionner, s'autoriser à douter. Il y a une phrase que j'adore qui dit: la personne qui doute est sûrement bien plus talentueuse que celle qui doute jamais. Le doute, c'est, je pense, vachement important. Mais encore une fois, il faut équilibrer. Suffisamment de confiance, mais suffisamment de doute. Et voilà. Et kiffer la life et bang bang, comme on dit. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais écoute, c'est vraiment cool. J'ai bien aimé ce que tu dis là sur. Là, tes conseils, en tout cas, je les trouve cool. Ils n'étaient pas encore sortis sur le podcast. Et j'espère qu'ils vont pouvoir aider les gens qui nous écoutent. C'est top. Je leur souhaite. Pour ceux qui veulent t'envoyer un message, te suivre, où est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Instagram, le coach Prosper. Sinon, attention, ça va aller très vite. 06 61 25 95 48. Prêt. Voilà. Je suis disponible sur tout. Mais Insta, faut pas hésiter. Et le 06 WhatsApp. Ouais, faut pas hésiter. Parfait. Et t'en as pas trop parlé et t'en parles pas trop, mais il y a aussi le livre Le yoga des bons hommes que t'as écrit. Oui, c'est vrai qu'il y a un livre qui a été écrit, donc qui peut être vachement intéressant aussi pour toute personne un peu là qui se questionne sur le yoga, parce que le livre a été écrit dans le but de vulgariser le yoga totalement pour le rendre accessible. Et aussi, c'est une vision, c'est pas une vision masculine du yoga, mais c'est une vision adaptée pour être proposée à l'homme. Et on en revient un peu à tout ce qu'on disait, on enlève vachement la performance. En gros, le constat est un peu simple. Les mecs sont un peu plus puissants, donc beaucoup plus raides, des épaules, des ischios, les deux choses qui sont beaucoup utilisées dans les postures de yoga. Donc, on va dire que la petite blague, c'est au gars, on dit plie tes jambes, t'inquiète, tu seras toujours un homme, etc. Donc, on essaye vraiment de casser un petit peu, justement, tout ce côté un peu perf. Donc, tu le trouves sur Google, yoga des bons hommes. Ouais, sur Amazon, voilà, il est là et il vaut le coup effectivement d'être lu si tu t'interroges. En plus, on a mis des QR codes avec des vidéos de pratique. Donc, en plus des petites vidéos et qui sont un peu spécifiques, genre réveil, aller se coucher, petite routine de 10 minutes. Donc, il y a un petit peu pour tous les goûts. Donc, ouais, c'est une bonne première approche. Donc, effectivement, il y a le livre Le yoga des bons hommes dans cette édition-là. Parfait. Écoute, un grand merci. Pour ceux qui nous écoutent, on n'oublie pas de laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou de partager le podcast. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et à une prochaine, Prosper. Ouais, grave. Merci, ma man. Piou, piou, au Canada ou ailleurs. Ciao, ciao.